Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous suivez en live également sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte LinkedIn de Smart for Change. Et vous nous retrouvez chaque soir en rattrapage, en replay sur notre plateforme Smart.fr et en replay ou en podcast bien sûr sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine compliquée, peut-être la pire semaine de trading et de bourse depuis le mois d'avril et Liberation Day, avec une séance hier qui restera dans les grandes annales de l'histoire boursière, une séance de retournement majeur sur les indices américains. Pauline Grattel vous redonnera plus de précisions sur cette séance clé d'hier et ce regain de volatilité qu'on observe désormais depuis plusieurs semaines sur les marchés, une nervosité qu'on n'avait pas vue à ce niveau-là, en tout cas au cours des mois précédents. Est-ce que cet épisode est un simple épisode de volatilité ou est-ce que c'est le début du commencement de l'idée d'un retournement de la tendance des marchés, notamment porté par l'IA au cours de ces derniers mois? Question qu'on posera aux trois sorciers de Smart Bourse réunis en ce troisième vendredi du mois pour cette échéance mensuelle du mois de novembre. Discussion à suivre donc dans un instant, et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous reviendrons sur les trophées de l'innovation organisés par LBPAM en ce mois de novembre. Smart for Change était bien sûr partenaire de l'événement. Nous avons reçu hier les lauréats du prix de la French Tech. Nous recevrons ce soir les lauréats du trophée de la Health Tech, et c'est Oncodesign Precision Medicine qui sera notre invité dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse avec sa représentante Karine Ligniel, directrice générale déléguée et chef des opérations d'Oncodesign PM, à retrouver dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Grattel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir. Pauline. Les marchés sont donc nerveux et le repli est généralisé cette semaine. Oui, les prises de profit de fin d'année semblent s'intensifier sur fond de craintes concernant les valorisations de la Big Tech américaine, mais pas que. La perspective d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre s'est éloignée et puis elle est revenue. Le président de la Fed de New York a indiqué ce vendredi qu'il voyait une marge de manœuvre pour une baisse des taux à court terme. Ouais, il considère en effet que la faiblesse du marché du travail représente un risque plus préoccupant que celui d'une résurgence de l'inflation. Oui, le marché du travail américain est devenu illisible entre un regain de création de postes en septembre après un recul en août et l'absence de rapport sur l'emploi pour le mois d'octobre. L'analyse de ces indicateurs, très étudiés par la Réserve fédérale, devient un exercice périlleux. Que dire de la facture cette semaine, à commencer par les indices actions asiatiques? Le Hang Seng, le CSI 300 et le Nikkei ont cédé 2,5%. Les indices taïwanais ont perdu 3,5% et le Kospi près de 4%. Le MSCI Asie-Pacifique recule de 2%. En Europe, les indices évoluent en repli également, mais plus modérés. Le Stoxx 600 cède 0,5% environ. En France, le CAC 40 évolue sans direction sous les 8000 points. Et que dire des indices américains au moment où on se parle, Pauline? Tout d'abord, retour sur la séance d'hier qui a été bien mouvementée. Le Nasdaq avait bondi de 2% dans les premiers échanges et s'est complètement retourné pour clôturer en repli de plus de 2%. Aujourd'hui, le Nasdaq et le S&P 500 connaissent un début de séance prudent après leur plus forte volatilité intraday depuis le mois d'avril et depuis les droits de douane de Donald Trump. Ils sont néanmoins en hausse mesurée dans les premiers échanges. Bon, beaucoup d'autres classes d'actifs sont affectées. Il n'y a pas que les actions qui ont chuté cette semaine. En effet, il y a aussi les cryptos. Le Bitcoin plonge à nouveau de 10% au cours de la séance, légèrement au-dessus du seuil de 80 000 $. Depuis son pic historique du 6 octobre dernier à 125 000 $, le Bitcoin a plongé de 30%. Autre baisse à noter aujourd'hui, c'est celle des prix du pétrole qui recule de 2% autour de 62 $ pour le baril de Brent. Qu'en est-il par ailleurs des grands marchés obligataires, Pauline? Aujourd'hui, le rendement américain à 10 ans se détend légèrement de 5 points de base environ pour évoluer autour de 4,05%. Une tendance partagée par le rendement à 2 ans qui évolue autour de 3,50%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans est assez stable, toujours autour de 2,70%.
Côté japonais, les taux longs semblent se stabiliser avec un 10 ans autour de 1,80%. Enfin, sur le marché des changes, hier, le dollar a atteint son plus haut niveau en 6 mois avant de se replier. Dans l'actualité des entreprises aujourd'hui à Paris, notamment la reprise de cotation du titre Ubisoft. Oui, sur les chapeaux de roue, puisque le titre gagne plus de 10%, l'entreprise n'avait pas vraiment communiqué sur la suspension de sa cotation, laissant présager le pire pour les investisseurs. Au final, Ubisoft indique que c'était lié à un problème comptable. L'entreprise annonce par ailleurs la finalisation de son deal avec Tencent qui avait été annoncé en mars. Et puis un mot de la macro avec les enquêtes auprès des directeurs d'achat, les PMI préliminaires pour le mois de novembre qui ont été publiées aujourd'hui. En zone euro, l'enquête manufacturière du mois de novembre ressort à 49,7 en zone de contraction, alors que les analystes tablaient sur une quasi-stagnation à 50,1. Le PMI service s'établit à 53,1, c'est supérieur aux attentes, et le composite s'établit à 52,4. Enfin, aux États-Unis, on a aussi regardé ces enquêtes. Le PMI manufacturier est conforme aux attentes à 51,9, le service supérieur aux attentes à 55 et le composite ressort à 54,8. Quels seront les temps forts la semaine prochaine à l'agenda des marchés, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance de l'indice IFO allemand du mois de novembre et de toute une série de statistiques américaines interrompues pendant le shutdown. La première estimation du PIB pour le troisième trimestre, l'indicateur Core PCE pour le mois de septembre ou encore les ventes au détail aussi pour le mois de septembre. À noter qu'il n'y aura que 3 séances et demie en bourse aux États-Unis en raison du week-end de Thanksgiving. Côté micro, les résultats de Alibaba sont attendus mardi et en France, les comptes de Rémi Cointreau seront publiés jeudi. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel nous rejoint et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Les trois sorciers de Smart Bourse sont avec nous comme chaque troisième vendredi du mois pour décrypter cette échéance mensuelle sur les marchés avec l'expiration de différents produits dérivés. Aujourd'hui, une échéance mensuelle un peu compliquée. On en parle avec Romain Daubry, bien sûr, consultant pour Bourse Direct et cofondateur de l'atelier des options. Bonsoir Romain. Bonsoir Gérard. Jean-Louis Cussac avec nous en plateau, formateur et trader chez Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Et à distance avec nous, Philippe Béchade, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien également. Bonsoir Philippe, merci beaucoup d'être avec nous, merci à vous trois. Bilan d'une échéance, je le disais, compliquée, ça fait peut-être des mois qu'on n'a pas eu une échéance aussi compliquée, une fin d'échéance particulièrement compliquée et nerveuse, Romain. Oui, on oubliait que les marchés pouvaient baisser aux États-Unis. Parfois ça arrive. Parfois ça arrive, et cette fois-ci c'était la bonne, si je puis dire, parce qu'on avait connu des événements techniques d'avalement baissier en hebdomadaire, la bougie de la semaine qui englobait la bougie de la semaine précédente. En haut de marché, on craignait le pire. Ça a été le cas 3 fois d'affilée sur le Nasdaq avant que ça crée un mouvement de consolidation un peu plus marqué. Il y a pas mal d'éléments qui expliquent ça à mon sens. Pour ce qui est de l'indice parisien, on a clôturé cette échéance avec une baisse de 215 points. On compense à 7985,10 points, de un peu plus de 2,5%. C'était un moindre mal. On préserve des niveaux pour l'instant techniques. À Wall Street, c'est un peu différent. On a vu cet excès aussi, à mon sens, se former. Ce petit coup alors je vais employer le mot d'euphorie, mais il est modéré. Le mot d'euphorie de court terme se crée il y a quelques semaines où on a vu l'indice Nasdaq progresser de 2000 points et de 8% en 10 jours, en laissant ouvert 5 gaps d'affilée dans une période qui précédait la réunion de la Fed et les débuts des résultats trimestriels. C'était fin octobre, c'est ça, les derniers tops de marché aux US et sur les dernières séances d'octobre, c'est ça. Exactement. Et donc avant cette série de rendez-vous qui était quand même majeure, on voyait un petit coup de joie, on peut dire, de la part des opérateurs en haut de marché qui pouvaient laisser un peu de doute. Ça a créé cet excès un petit peu avec un ratio put-call qui était assez bas et un marché qui était un peu vulnérable au moment de cette publication. Finalement, on s'en sort pas trop mal. La saison des publications est plutôt bonne, mais moi je vois de plusieurs aspects. Il y a le côté déception quant à la baisse des taux à venir. On s'attendait vraiment à plus de 90% à cette baisse de taux pour le mois de décembre. Le consensus est largement tourné compte tenu des éléments récents. Le manque de visibilité concernant la macroéconomie, bien sûr, joue aussi sur la crainte. Puis l'année a été bonne, donc on prend du bénéfice, on encaisse. Ça, je pense que c'est un autre critère. Il y a un autre élément aussi qui joue à mon sens, c'est que il y a tout l'aspect trading qui alimente la liquidité du marché. Quand les traders ont fait de bonnes années, de bonnes performances, on leur donne pour consigne, fin octobre en général, de lever le pied et de ce qu'on appelle fermer les books, c'est-à-dire de travailler avec des positions qui sont
insignifiante par rapport au reste de l'année, de plus prendre de risques. En fait, les performances sont faites, donc ils sont toujours là, mais le marché est plus creux, et on le voit, on a eu de jolis contre-pieds, jolis, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas d'importants contre-pieds sur le marché, sur fond un peu baissier, encore une fois, et puis dans un contexte qui était un peu plus retour à la réalité que ça n'était. Donc c'est pour l'instant un mouvement de consolidation qui se fait plutôt en bon ordre. On teste quand même des niveaux d'alerte qui sont un peu gênants sur le DAX, sur le S&P aussi. On rompt avec des niveaux et des niveaux techniques importants comme le point bas du mois d'octobre qui avait systématiquement été préservé sur tous les indices statistiquement depuis 50 ans, dans 90% des cas. Donc c'est quand même pas un signal, voilà, mais on a eu une année aussi un peu exceptionnelle par certains côtés, donc il est normal que le marché fasse pas toujours la même chose, voilà, c'est le cas. Ça reste à mon sens assez canalisé, marché un peu creux, un intérêt qui est relativement faible, des opérateurs qui sont en retrait, puis il y a ce consensus qui pour moi est un put sur le marché pour l'instant qui permet d'éviter, à mon sens, à court terme des risques majeurs, c'est que tout le monde appelle de ses voeux une baisse de 10 à 15% des indices pour pouvoir re-rentrer. Donc on sait ce qu'on n'a pas encore fait. Hein. Ce qu'on n'a pas encore Sur le S&P, on doit être à moins 5 et le Nasdaq à moins 8 peut-être autour depuis les tops de fin octobre. Exactement. Et donc on sait qu'en général, quand ce comportement est déclaré, annoncé, c'est que bien les opérateurs ont débouclé des positions, ils ont fait du cash, ils sont prêts à rentrer dans le marché. Donc on n'a pas un marché qui est tout en haut, où tout le monde est surinvesti et où tout le monde est euphorique en expliquant que tout va bien. On a même abordé la publication d'NVIDIA avec un peu plus de prudence que d'habitude. On avait perdu 15% avant la publication et on n'avait pas un ratio put-call qui était euphorique à 0,20, 0,25 comme on a pu le voir par le passé. On était à 0,60. C'est optimiste, mais c'était pas délirant. Et puis la position ouverte sur NVIDIA avait beaucoup baissé aussi. On peut rappeler qu'au mois de mai, il y avait 5 millions de contrats d'options ouverts sur l'échéance en cours sur NVIDIA. Je parle que de l'échéance mensuelle, pas des échéances plus courtes. 5 millions de contrats d'options, c'est monstrueux. Il n'y en avait plus que 2,5 millions au cours de cette échéance-là. Donc il y a moindre prise de risque, moindre prise de position qui explique aussi des décalages un peu plus rapides, un peu dans le vide aussi. Et puis à un moment, un marché qui temporise un peu après un parcours qui était quand même intéressant. Donc ça reste quand même relativement ordonné à ce stade. Ça reste ordonné, c'est plutôt même sain, puisqu'on se pose la question, et ça aussi c'est un élément intéressant. La séance d'hier, qu'on corrige, je comprends. Après, c'est vrai que quand on voit le schéma d'une séance comme celle d'hier, j'ai du mal à imaginer que ce soit sain. Alors oui, pour moi, c'est pour ça que j'essaie de relativiser. On approche de l'échéance des marchés dérivés. Ouais. Donc il y a l'aspect technique et contre-pied qui peut jouer. Il y avait ce gap baissier laissé sur le VIX qui était un signal d'appel. C'est pas toujours comblé dans la journée, mais c'est en général comblé assez rapidement. Il ne reste sur le VIX que le gap du mois d'avril dernier qui reste ouvert pour l'instant. Donc il y a ça aussi. Il y a l'aspect marché plus creux. Et puis effectivement des positions peut-être un peu plus spéculatives à la baisse pour l'instant dans le contexte de marché où on joue un peu les contre-pieds. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en termes de comportement, il n'y a pas une journée où on n'évoque pas le fait qu'il n'y ait pas une bulle sur le terrain en ce moment. Ça, c'est sûr. Ça me rassure un peu. Tant qu'on est dans ce narratif, je pense que les choses s'éloignent. Tant qu'on s'inquiète d'une bulle, c'est qu'elle peut continuer de gonfler. Quoi. Exactement. C'est un peu ça, c'est un autre critère. Maintenant, ce qu'on va voir et ce qui va être intéressant, c'est dans quelle proportion. On va essayer d'en parler ensemble. Dans quelle proportion on peut s'arrêter ou continuer à consolider un petit peu. Mais je ne pense pas que ce sera 10. Ça peut être un petit peu plus, mais pas 10 ou 15. Puisque c'est ce que tout le monde attend. Donc si c'est le cas, c'est beaucoup plus grave. Mais je pense qu'on arrive rarement à ces niveaux-là. C'est la nature du rebond qu'on pourra observer ensuite qui va être très intéressante. Est-ce que ça va être un fameux rebond du chat mort où on va remonter sans volume, sans intérêt, sans soutien? Et là, on pourra se dire qu'on était au début d'une phase de distribution et que c'est plus grave. Pour l'instant, on a des éléments qui montrent qu'il y a quand même eu un vrai coup d'arrêt dans la tendance. Ça, c'est sûr sur les indices américains. Des prises de bénéfices avec du volume. On ne va pas aller refaire des tops immédiatement, sauf surprise de Donald Trump. Mais sinon, je ne vois pas. Ouais. Bon, simple épisode de volatilité, respiration légitime, prise de profit nécessaire aussi au terme d'une année solide en termes de performance, ou est-ce qu'il y a les germes d'un possible retournement de tendance dans ce qui se passe là ces dernières heures notamment, Jean-Louis? Alors oui à tout. Oui à tout. Pour l'instant, il n'y a pas de retournement. Tout est sur la table. Oui, et c'est un moment, si vous voulez, où on peut se dire, écoutez, il n'y a pas de quoi prendre d'initiative immédiate. Il y avait des choses à faire ces derniers temps, notamment se protéger. Je crois que je l'ai écrit tous les jours. Protégez-vous, etc. La volatilité implicite n'est pas si élevée que ça. Elle était à 13, 14. Elle n'était pas si élevée par rapport aux enjeux, par rapport... Il y a eu derrière cette série d'alertes sur les valorisations de l'IA. D'ailleurs,
les valeurs avaient déjà bien reculé, notamment Nvidia. Bien Bon, sûr. Il y avait déjà des moins 10, moins 20 sur les Max 7, hein, bien voilà, sûr. donc, les précautions ont été prises tout de même. Et d'ailleurs, on voit que ça a fortement reculé hier d'une manière assez incroyable. En effet, moi, Je trouve, mais bon. Ah ouais, non, mais quand vous êtes sur le marché, je peux vous dire que ça vous fait mal. Hein. Oui. Ouais, vous savez, à un moment donné, j'ai vendu le futur et je vends des poutres. Je suis tenté à un bon repli de me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je rachète mon fut. Et je me suis dit, c'est pas sain tout ça. J'ai écrit que c'était pas sain. Je vais pas racheter mon futur. Ben, quand je me suis retrouvé à 6540, je me suis dit, waouh. Non, mais il faut que les gens se rendent compte que, même si on est habitué, moi ça fait quand même 45 ans que je fais ça, mais où on se dit, waouh, je l'ai rêvé, le marché l'a fait, quoi, enfin, où je l'ai cauchemardé. Et donc, non, c'est chaud, quoi. Et puis aujourd'hui, bon, ça se calme. On voit sur le marché en France, j'ai vu qu'ils venaient payer des valeurs sur lesquelles les investisseurs n'étaient pas susceptibles de prendre des bénéfices pour payer de la casse, parce qu'ils ont acheté là aujourd'hui des valeurs qui étaient déjà à la casse, comme Pernod Ricard, qui étaient en hausse, le secteur, on va dire. On rachète les losers, quoi. Ouais, et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, ils sont prudents quand même. Ils y vont doucement. Bon, le luxe là a été encore dégradé. Il y a eu enfin dégradé, c'est pas vendé, hein, c'est neutre, on va dire. Il y a pas de. On peut dire que les indices européens offre des perspectives moins risquées. C'est pour ça que moi j'avais fait voit aussi d'ailleurs cet qu'on arbitrage. suit nettement moins la baisse de Oui. Wall Street que ce qu'on a vu en Asie, par à fait. exemple, ce matin. Oui, oui, Plus oui. de tech sur les indices oui, asiatiques, bien sûr. Kospi, Taïwan, etc. Donc, Mais en Europe, on va finir flat, quoi. Oui, non, mais c'est pour ça que dans cet esprit, moi j'avais dit, je vends, enfin, si je dois investir, je ne vais pas investir aux États-Unis. À la limite, je peux même vendre les États-Unis et acheter l'Europe. Bon, là, on est repassé dans un arbitrage favorable qui n'a pas été fantastique au départ, mais bon, on est prêt à tout entendre, à tout. Enfin, Est-ce que le marché américain est déjà survendu ou pas du tout? Non, il est Non. pas survendu. Non, Mais c'est une question. Hein. En fait, les Comme tout va vite attentes maintenant, sont tellement exigeantes que la moindre contrariété... Alors après, on cherche des excuses, hein, toujours pareil. C'est ex-post, on cherche des explications. Oui. Voilà, alors, le shutdown... Palantir avait déjà été un petit signal aussi, hein, un résultat spectaculaire et un titre qui Bien perd, sûr. je crois, 8% sur la séance. Ouais. En fait, bon, là, ils sont pas très contents parce que, évidemment, mais l'histoire de la baisse des taux d'intérêt, ça fait un bout de temps hein, on savait que la Fed ne baisserait pas ses taux en décembre je sais Enfin, pas. on n'en sait toujours rien. En tout cas, on sait depuis un Non, moment mais- que c'est très partagé, que c'est un close call, qu'il y a du pour et du contre, et que oui, un jour c'est dans un sens et le lendemain c'est dans l'autre, quoi. Ouais, c'est plutôt à cause du shutdown qui a duré très très longtemps, c'est le record. Les statistiques, la Fed a dit qu'ils étaient très data dépendants. Donc ça veut dire que là, ils n'avaient pas de data, ils n'avaient pas d'informations, et on sait qu'ils vont les avoir d'une manière un peu... elles seront partielles, à certains moments, pas complètes, et ils ne peuvent pas prendre de décision. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas dans une situation où ils peuvent trancher très clairement et faire basculer les indécis, dans un sens comme dans l'autre. Donc ça plaît pas, ok. Et après, il y a eu tout le système qui tient sur des choses parfois un peu... le financement par le fournisseur, hein, tous les échanges qu'il y a Ah eu, bah tous ces oui, trucs-là, non, mais- c'est quand même dangereux, les gens y On suit pensent. ça depuis des semaines, Oui, des oui. mois, chaque deal. Et, Jusqu'au moment où- ah non, mais ça ne veut pas dire que ça présente pas de Donc risque. ça aussi, Le côté circulaire est très inquiétant. monitoré, on va dire. C'est inquiétant. Mais oui. C'est inquiétant. Voilà, donc il y a des menaces diverses et variées. Donc les investisseurs, il est normal que de toute façon, dans un repli comme celui-ci, tout le monde va dans le même sens au même moment parce qu'on a beaucoup de spéculateurs présents sur le marché américain. Tu l'as dit avec les options, on voit les enjeux qu'il y a sur les options à très court terme qui sont très importants. Hier, dans le repli, vous avez une gestion de delta qui est, du gamma des positions globales qu'ils peuvent avoir les arbitragistes qui est très impactante. Donc vous avez un phénomène d'amplification du repli qui, sur le plan de la construction, sur le plan technique, est extrêmement important. Et là, il agit à plein. C'est-à-dire quand ça baisse, il faut vendre.
Et entre ceux qui doivent vendre parce que ça baisse et les spéculateurs qui vendent parce qu'ils n'ont plus le choix, ça fait du monde qui vend, quoi. Et Oui. ça fait un gros mouvement qui est assez violent. Philippe, votre bilan de cette échéance et puis la radioscopie aussi de la séance d'hier, qui est peut-être une séance clé quand même de cette fin d'année. Ouais, clairement, c'est une séance clé, une séance pivot, un vrai tournant qui survient alors qu'hier, on n'a eu qu'un chiffre et difficile à interpréter concernant l'emploi américain. Mais je dirais que le marché était mûr pour ce genre de décrochage, parce que ça fait en fait maintenant presque 3 semaines que les marchés ignorent le krach rampant du marché obligataire japonais. Je pensais que vous alliez me parler du krach des cryptos, mais parlons du krach obligataire japonais. Alors effectivement, ça m'intéresse d'autant plus. Enchaîner là-dessus, puisque quand on parle de crypto, on parle effectivement d'actifs extrêmement sensibles à la liquidité. Et qu'est-ce que signifie le krach rampant au Japon ? C'est une envolée des taux longs qui ont battu tous leurs records historiques, au-delà de 3,36, 3,38. Sur le 30 ans, on est monté à 3,84. Sur le 40 ans, ce sont des émissions qui existent depuis l'an 2000, donc on n'avait pas d'antériorité. On se retrouvera sur du 10 ans des taux à 6% à la fin des années 80. Mais là, clairement, avec des plus 15, plus 20 points en une poignée de séances, on est sur des ordres de variation du marché japonais qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. Et il y a un lien très direct pour vous entre ce qui se passe sur le marché obligataire au Japon et le reste des marchés mondiaux, à commencer par le marché leader américain. Je sais bien que tous les marchés globaux sont connectés d'une manière ou d'une autre, mais on peut se dire que la dette japonaise, c'est très domestique, c'est traité par les banques japonaises, et que de là à faire baisser Nvidia, je sais pas, du pic au creux de 7 ou 8%, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Et d'ailleurs, je n'ai pas été trop vite en besogne, puisque je ne l'ai pas dit. Oui, non, d'accord. Par contre, ce qui est certain, c'est que le carry trade est le mécanisme par lequel le système financier se finance à bas coût, et s'est financé à très bas coût pendant plus de 30 ans, avec des taux à 10 ans qui étaient entre 0 et 0,25, passé négatif en 2020-2021 à moins 0,30, et maintenant on est à 1,80. Autrement dit, l'argent pas cher, il n'est plus au Japon. Donc le mécanisme du carry trade consistant à emprunter pas cher, et aujourd'hui à 30 ans, si on est à 3,25, 3,30, évidemment, ce ne sont plus des taux cadeaux. C'est 300 points de plus qu'il y a 3 ans. En novembre 2022, on était à 0,50, 0,60 sur des taux longs japonais. On est maintenant 280 à 300 points plus haut. Autrement dit, ceux qui avaient utilisé le yen comme source de financement, aujourd'hui, quand ils se disent non, il faudrait que je retrouve des liquidités pas chères, eh bien, elles ne sont plus au Japon. Donc ça raréfie la liquidité. D'où le plongeon des cryptos qui sont les plus sensibles à la liquidité, voire la surliquidité, parce qu'on va sur les cryptos quand on a acheté un petit peu tout ce qui était prioritaire par ailleurs. Et on a donc maintenant un Bitcoin qui perd, je crois que c'est 35% sur ses sommets de fin octobre. Le Bitcoin, à l'instant, il vaut 82 800. Voilà, on a un Ethereum à moins de 2700, donc voilà, c'est 45% de repli. Donc des replis de cet ordre-là, oui, dans le monde des cryptos, ça commence à s'apparenter à un krach. Tous les leviers sont en train de voler en éclats, on réduit par tous les moyens, et un palier enfoncé déclenche de nouveaux programmes de vente. Donc oui, les cryptos sont peut-être le canari dans la mine, et
tout ce qui était acheté avec effet de levier est en train aujourd'hui d'être balancé. Et je pense que les positions sont tellement gigantesques que c'est probablement pas terminé. Bon, où va le Bitcoin, Romain? Vous êtes venu avec le beau graphique du Bitcoin en dollars, bien sûr. Et est-ce qu'effectivement, comme le suggère Philippe, est-ce que c'est un indicateur avancé, alors, d'une spéculation ou d'une surspéculation en partie générée par le retail américain, par les particuliers, qui est en train de s'épuiser? Est-ce que c'est un indicateur avancé qu'il faut prendre au sérieux pour d'autres actifs dans l'univers des marchés? Et il s'est comporté comme un indicateur avancé souvent. Donc effectivement, c'est peut-être... Vous disiez le mois dernier déjà. Effectivement. Bah, ça manifestement pour l'instant est le cas, pas dans les mêmes proportions, mais il se passe quelque chose. C'est un actif qui est aussi beaucoup utilisé par les professionnels et par le trading des professionnels ou semi-professionnels, puisqu'en fait, il y a beaucoup de traders qui se sont aperçus qu'en appliquant leurs algorithmes de trading institutionnels dans les salles de marché au Bitcoin, ils avaient des histoires de marché qui étaient en 3 semaines ou un mois l'équivalent d'une année de bourse classique sur un indice. Donc, ils ont trouvé des terrains de volatilité importants. Donc, il y a eu aussi l'entrée de gros acteurs dans le marché et puis des signes importants. Le Bitcoin a prévenu depuis le mois de juillet de désorientation avec ce triangle inversé qu'on voit probablement à l'écran, avec ce comportement de marché qu'on avait évoqué déjà plusieurs fois ensemble qui indique de la désorientation. On attribue ce phénomène souvent au fait que les gros acteurs allègent du papier, créent un premier mouvement de baisse, puis enlève cette pression baissière. Donc souvent après un pic haussier, il commence à y avoir un premier mouvement de baisse, puis on enlève la pression baissière. Ça permet d'aller former rapidement un nouveau plus haut, et ça c'est le début. Parce que le retail achète ce creux. Parce que le retail achète ce creux, effectivement, et donc ça permet d'aller former un nouveau plus haut, en général avec des volumes plus faibles. Puis on a une deuxième vague de baisse un peu marquée, qui est un peu plus gênante, qui commence à permettre de dessiner cette structure en porte-voie ou triangle inversé, qui fait qu'on fait des sommets, des plus hauts de plus en plus hauts, et des plus bas de plus en plus bas à la fois. Ce manque d'harmonie, ce signe de manque d'harmonie dans le marché est en général à prendre avec comme un warning au sérieux. Oui. Et ça se termine statistiquement 9 fois sur 10 par un mouvement de baisse marqué. Donc c'est une figure assez fiable. C'est une figure assez fiable. Alors elle est fiable, mais elle est compliquée à travailler puisqu'elle n'a pas de borne propre dans la mesure où justement on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas. Tout ce qui manque d'harmonie en analyse graphique, c'est un warning, un signal. Donc là c'est le cas et en général on rebondit une 5e fois avec un volume modeste et avant d'avoir un pic baissier qui est une accélération baissière. Donc c'était vraiment le cas et le schéma typique pour trouver des niveaux cibles. Et bien ce qu'on fait, c'est qu'on prend les ranges dans lesquels on évoluait précédemment et le range d'avant c'était 104 700, 123 540, rompu par le bas, ça donnait 86 400 et le gros support autour de ce niveau-là, c'était 82 500. Donc c'est là, maintenant, aujourd'hui. On s'est arrêté sur cette zone de prix pour l'instant. Donc savoir si ça va s'arrêter là, c'est difficile de le dire. Il y a quand même du volume, il y a quand même un mouvement qui est assez brutal. Il y a un changement de comportement et on sait, grâce à cette structure, que ce sont des gros acteurs du marché qui sont sortis pour l'instant. Donc on arrive sur des niveaux clés. Il va falloir préserver un niveau important, c'est 71 000. Et en dessous, le gros support suivant, c'est 58 800. 71 000, c'est pas n'importe quel niveau, parce que c'est le niveau à partir duquel les mineurs sont encore rentables. Donc c'est un niveau qui n'a jamais, dans l'histoire du Bitcoin, été enfoncé. Donc pas le niveau de 71 000, mais le niveau de rentabilité des mineurs. Donc ça peut être un point vraiment clé aussi sur ce marché-là. Pour l'instant, on arrête de baisser sur ce niveau-là, mais c'est très récent, de 82 500, 86 400. Donc il va falloir voir le comportement du Bitcoin sur ces prix-là, sur ces niveaux-là. Sinon, on peut assez rapidement doubler le score à la baisse, comme on l'indiquait. Ouais. Il est où le buy the dip là? Enfin, il est où le retail qui achète tous les creux de marché? Pas depuis 2 mois, pas depuis 3 mois, depuis des années maintenant, peut-être même depuis Covid 2020. Le retail était en première ligne pour acheter le creux de marché de 2022. Le retail était en première ligne pour acheter le creux de marché de Liberation Day en 2000, cette année, avec Trump. À moins 30, moins 40 sur les cryptos, visiblement, on ne se précipite pas pour racheter. Nvidia est encore en baisse, là, aujourd'hui. Pareil, le Nasdaq a du mal, là aussi, en cette fin de semaine, à se remettre de la séance d'hier. Parce que la situation est très complexe. Et la séance d'hier le montre très bien, l'illustre très bien. C'est pas que c'est mauvais, c'est pas que c'est bon. C'était complexe. C'est que c'est compliqué aussi quand même. Mais là, quand il sort sa pancarte Liberation Day, c'était quand même complexe. Pour autant, le retail, comme d'un seul homme ou comme une armée, s'est rué sur le creux pour acheter. Ouais. Non, mais je me souviens très bien des discussions qu'on avait en avril quand même. Le monde était complexe en avril aussi. Oui, mais il réagissait à la parole de Trump. Là, il dit rien en ce moment. Trump avait dit d'acheter.
Trump là, disait... on n'a pas dit d'acheter. Non, mais c'est vrai. Ah, non, mais oui, je sais. C'est ce que je viens de dire. Donc, il réagissait à des annonces précises. On fait pas, les taxes, les machins, les trucs, on reporte. Bon, là, c'est autre chose. Et vous avez des acteurs divers. Et donc, moi, si le Bitcoin est un éclaireur, moi, j'ai 74 700 comme objectif. Donc, c'est bien, c'est pas les mêmes que Romain. Et ça veut dire qu'il y a encore moins 7% par rapport au plus bas qu'on a fait ce matin. Donc, il y a encore des possibilités. Donc, vous avez tout un tas d'acteurs qui sont fragilisés. Et de toute façon, si on n'a pas quelqu'un qui dit qu'il faut acheter, comme Trump l'a fait au mois d'avril ou à plusieurs reprises, eh bien, il faut plusieurs jours de stabilité, un petit peu de retour au calme, avant que l'on puisse se dire, bon, là... Alors, la stabilité, elle peut être nerveuse, mais au moins que ça s'arrête de baisser, vous voyez, ou que ça freine dans la baisse. On n'enfonce pas de nouveaux planchers. On voit qu'il y a un appétit pour des valeurs comme l'IA et d'autres. Mais pour l'instant, on voit rien. On voit rien. Et encore une fois, vraiment, je vous assure que pour prendre des décisions, c'est complexe. Parce qu'il y a du pour, du contre et du bien au contraire. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on fait ? On fait rien, quoi, tout simplement. Et moi, je comprends que les gérants, aujourd'hui, se disent... Bon, et il a raison, Romain, quand il dit que quand on a fait une bonne année, on va arriver vers la fin... On n'a pas envie de tout vendanger en 2 semaines de bourse. Oui, donc on essaye de botter un peu en touche. L'IA a été tellement puissante, tellement concentrée que quand on est benchmarké, c'est toujours le problème. Non, mais s'ils sont en retard, c'est qu'ils avaient un biais à ne pas acheter. C'est pas maintenant qu'ils vont faire. C'est que la gestion benchmarkée, vous le savez aussi bien que moi, c'est très compliqué. Et suivre un benchmark aujourd'hui, quand en plus tout est concentré sur quelques valeurs. Donc il y a quand même des gérants très bons qui peuvent être aussi en retard par rapport à des performances indicielles qui sont spectaculaires cette année. Oui, mais c'est les gens qui sont en retard sur une gestion quand même un petit peu discrétionnaire quand même, c'est parce qu'ils y croyaient pas. Et aujourd'hui, si le marché leur dit qu'ils sont en train d'avoir raison, ils vont pas y aller non plus. Donc voilà, aujourd'hui, il y a tout pour ne pas y aller. C'est tout. C'est pas je vous dis pas qu'il faut vendre, je vous dis pas qu'il faut acheter. Moi, Prenez des vacances, quoi. Non, mais c'est difficile parce qu'il y a des moments où on est capable, à tort ou à raison, on peut dire je vends, ok, parce que je n'y crois pas pour différentes raisons. Et il y a des moments où on ne peut pas, où on dit bon, ok, on vient de perdre 300-400 points pratiquement sur le marché, sur la SP500. Bon, ça reste raisonnable, mais la séance d'aujourd'hui, elle me fait un peu peur. Avec le vendredi soir, le week-end. Semaine très écourtée la semaine prochaine aux États-Unis. Il y a un peu plus de 3 séances de bourse, mais ça aussi, 3 séances de bourse pleines. Et une nouvelle échéance des marchés dérivés. Non, mais c'est l'Europe, c'est le CAC 40, c'est tout. Oui, on s'en fiche. Non, le CAC 40, l'échéance, il n'y a plus rien. L'échéance sur les futurs américains, c'est les trimestriels. Donc, et l'Eurostoxx également. D'ailleurs, l'Eurostoxx et le CAC n'envoient pas de signal de retournement. Le marché américain, sous 6570, il y a un biais de neutralité quand même. Moi, en tout cas, ce matin, c'est ce que j'ai dit. On n'achète que sur des signaux techniques, ou on vend sur... Il vaut mieux être hyper technique que d'anticiper la poursuite d'un mouvement, puisque le mouvement, il est remis en cause. Donc on y va doucement, c'est tout. Et voilà, il va falloir attendre, en effet, d'avoir des... Mais le problème, c'est que ça va encore être extrêmement violent. Dès qu'on va y voir un peu plus clair, dès que la Fed, on aura l'idée qu'elle va baisser ses taux au mois de janvier, ça va être anticipé violemment, etc. Il y a beaucoup de statistiques qui arrivent la semaine prochaine, quand bien même elles seront encore partielles, quand bien même on n'aura plus de rapport sur l'emploi avant la décision de la Fed. Il y a encore du grain à moudre de ce point de vue-là. D'ailleurs, Philippe, est-ce qu'une prise de parole comme celle du patron de la Fed, John Williams, aujourd'hui, qui fait remonter quand même substantiellement la probabilité de baisse de taux de la Fed en décembre, on sent que c'est un close call, on sent qu'il y en a des deux côtés au sein du board et du FOMC, et que la bataille fait rage, etc. Néanmoins, c'est quand même une Fed qui a commencé à rebaisser ses taux en septembre, qui a suivi sur la réunion d'octobre. C'est vrai qu'il y a aussi l'idée d'être à un moment un peu cohérent avec ce qu'on fait, et que s'arrêter au bout de 2 baisses de taux quand on a enclenché un mouvement d'ajustement, ça peut paraître bizarre. Bref, est-ce qu'une prise de parole comme celle du patron de la Fed de New York aujourd'hui peut permettre de venir stabiliser un peu les marchés ? Est-ce que ça suffit, ou est-ce que non, on est dans autre chose ? Je pense que la principale préoccupation de la Fed, c'est de faire que les marchés
ne s'effondre pas. Ce qui reste de consommation et qui est tenu par les 10% les plus riches, qui représentent plus de 49% de l'argent dépensé aux États-Unis, tout repose sur l'effet richesse. Quant à ceux qui ont des retraites cumulées durant toute leur carrière, si du jour au lendemain ils perdent 20-25% sur la valeur de cet encours, ils vont évidemment moins consommer. Donc, que la Fed a tenté de faire, à mon avis, c'est avec les 4 prises de parole qu'on a eues consécutivement où il disait baisser les taux en décembre, c'est peut-être un peu prématuré, on n'est pas sûr d'avoir bien ancré l'inflation. Je pense que c'était peut-être pour tempérer Wall Street, son euphorie, éviter qu'on rentre dans une bulle qui pourrait éclater, qui serait incontrôlable, sans oublier donc que l'effet richesse produit par la hausse de Wall Street a évidemment des conséquences inflationnistes, dans la mesure où les gens sont très incités, enfin ceux qui en ont les moyens, les plus riches sont très incités à consommer. Bon là, ça commence à devenir un petit peu chaud, la séance de jeudi, on l'a suffisamment commenté, c'est quelque chose comme qui survient rarement à la veille d'une échéance mensuelle. On a été habitué cette année pratiquement, sauf peut-être avril, à avoir des fins d'échéance qui se terminent bien, voire très très bien. Là, d'un seul coup, gros coup de froid. Donc là, cette déclaration de M. Williams, on sait que c'est une colombe. Donc on ne s'attendait pas de toute façon à ce qu'il dise autre chose, parce qu'il dit toujours la même chose, il est toujours en faveur des baisses de taux. Donc là, tout va bien, on est en terrain connu. La prudence de Wall Street démontre que là, on se dit, ouais, peut-être qu'ils peuvent rebaisser une 3e fois les taux, mais c'est déjà ce qu'on avait intégré dans les cours au 29 octobre dernier, quand le Nasdaq 100 était à 26 000. Et le Nasdaq 100 aujourd'hui vient de toucher un point très intéressant. Je ne sais pas si Romain a le graphique sous les yeux. Mais on a le graphique du Nasdaq 100, oui, on peut l'afficher en même temps, oui. 23 900, et là on est sur le sommet de la mi-août. Donc voilà, ex-résistance peut devenir effectivement un support. Ça serait pas mal, je pense que ça rassurerait un petit peu, mais globalement on est sorti de la tendance haussière, et comme je le dis, les leviers n'ont pas fini d'être réduits, et je l'ai dit aussi, la liquidité n'est plus vraiment là. Donc peut-être qu'aujourd'hui ce sont vraiment les fondamentaux qui vont devenir les vrais drivers du marché. Est-ce que une 3e baisse de taux change quelque chose à la dégradation de l'activité dans la plupart des secteurs, comme l'ont observé les Fed d'Atlanta, la Fed de Saint-Louis, tous ont dit chez nous ça ralentit. Alors évidemment, si vous allez dans la Silicon Valley, là on est sur les 1400 milliards de projets d'investissement d'OpenAI, donc là ça va encore très très bien. Mais je pense que le fondamental va d'un seul coup ramener les marchés à la réalité. Et par fondamental, de quoi est-ce que je parle exactement ? Quand vous écoutez Jensen Huang, donc voilà, c'est merveilleux, Nvidia a un carnet de commandes plein jusqu'en 2026, les clients n'achètent que le dernier modèle le plus cher, c'est merveilleux. Mais ce que l'intelligence artificielle a détecté dans la publication de Nvidia, c'est qu'il commence à y avoir des impayés ou des retards de paiement, où le prix de location des GPU est en train de baisser. Et la dernière génération de puces, de GPU Nvidia, elle n'a pas été amortie du tout. Les gens passent déjà au Blackwell sans que la génération précédente leur ait permis de générer des revenus et encore moins de profits. Donc il y a quand même des fragilités dans les bilans annoncés, mais il y a surtout quelque chose qui est énorme, qui est l'éléphant dans le corridor, c'est que si vraiment Jensen Huang a raison, et qu'il y a 5 millions de GPU vendus d'ici fin 2026, il va falloir, pour les faire tourner, il va falloir l'équivalent de 20 ou 30. Oui, bien sûr, il y a la question ça fait partie des limites connues. Oui. Non, mais ça fait partie des limites connues à l'IA, la question de l'énergie et de l'approvisionnement énergétique. Romain, un mot rapide de votre graphique du Nasdaq 100, là, qu'est-ce qu'il faut retenir effectivement, la situation technique? Ce qu'il faut retenir, c'est les 23 932 points. Ouais. Donc on est d'accord effectivement avec Philippe, il faut absolument préserver ce niveau-là.
pour l'instant, on est au sein d'un canal haussier de long terme qui a très bien fonctionné avec des petits débordements, notamment celui du mois d'avril par le bas, mais qui a bien fonctionné. On tentait de le déborder par le haut, on le réintègre violemment. Le message aussi, c'est qu'on est peut-être en train de former un avalement baissier en mensuel. La bougie du mois de novembre est peut-être en train d'englober celle du mois d'octobre. On n'est pas à la fin du mois, donc j'anticipe, mais c'est pour ça que je vous ai placé ce niveau de 25 190. Il faut non seulement clôturer au-delà du plus bas de la bougie précédente, de l'ouverture de la bougie précédente, mais au-delà de la médiane, parce que sinon ça ferait ce qu'on appelle une couverture en nuage noir. Dans les deux cas de figure, avalement baissier ou couverture en nuage noir, c'est pas un bon signal, et ça a l'air bien parti pour que ça se termine du mauvais côté. Donc il y a au moins un coup d'arrêt dans la tendance très probable sur le Nasdaq. Quelques autres graphiques, là on a beaucoup parlé de la volatilité, vous êtes venu avec le graphe de la volatilité américaine, l'indice VIX, volatilité implicite du marché américain, du S&P 500. Là aussi, il y a, vous nous disiez, encore un gap à aller chercher, un gap qui date de quand du mois d'avril, un gap début d'année, c'est ça, du Liberation Day, bien sûr. Un peu au-delà de 35, qui a été partiellement comblé, mais pas totalement. Et les gaps sont souvent comblés, même toujours comblés. C'est le seul actif au monde sur lequel tous les gaps soient comblés. Une leçon que j'ai retenue. Donc, c'est souvent le cas à court terme. Là, dans ce cas de figure, bien, ça n'a pas été le cas encore. Donc, il y a eu des gaps qui ont été un peu plus loin. En 2022, de mémoire, il y en avait un qui était resté ouvert assez longtemps, mais qui a fini par être comblé. Donc, ça, c'est à surveiller. Ce qu'on voit aussi, c'est cette structure qui m'inquiète un petit peu. Je vous ai fait un joli arrondi en bas de la volatilité. Il y a ce petit rounding bottom qui est possible. Donc, attention au débordement de 28,40. On pourrait accélérer. On a testé 2 points hauts récemment à 28,40 et on a buté contre ce niveau. Si on le déborde, ça peut être une accélération haussière de la volatilité, donc baissière pour les marchés. Un peu de prudence donc à avoir de ce côté-là. Il faut qu'on réintègre. On est quand même en alerte maintenant, à mon sens, sur la volatilité. Il faut qu'on réintègre ces niveaux de 23,35, 19,75 pour se détendre et invalider l'alerte qui est possible pour l'instant. En timing, j'y crois pas tellement, mais on a quand même cette possible structure en rounding bottom ou ta séance. En deux mouvements, en timing, je serais plus prudent en début d'année. Parce qu'encore une fois, on va voir si c'était une phase de distribution vraiment qui se met en place. Ce serait aussi pas complètement illégitime. Je rappelle que le Nasdaq a quand même pris 200% depuis 2020. Donc, pouvoir digérer un peu, et qu'on sait que des gros fonds n'ont pas participé à ce mouvement de hausse. On sait que des acteurs majeurs sont sortis de ce mouvement de hausse. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une phase de distribution qui se met en place? Et vous évoquez le réflexe acheteur des retail. Est-ce qu'il a été... Peut-être qu'il a été là encore une fois, mais peut-être qu'il a été mis à mal par cette fois-ci des vendeurs qui sont plus lourds, plus forts, plus gros cette fois-ci, que de racheter dans des creux de marché qui font qu'on a moins de contrepartie en face de soi. Bon, il est urgent de ne rien faire, donc, Jean-Louis? Ah oui, toujours, bien sûr. Moi, la volatilité implicite, j'ai une analyse très différente de Romain, puisqu'elle évolue, en gros, si on pouvait résumer, entre 0 et 1. C'est-à-dire que historiquement, elle est toujours entre 0 et 1. 8 au plus bas, et puis au plus haut, ça peut être à 25, 30. Après, ce qu'on peut regarder, c'est la moyenne des pics de vol, la moyenne... la moyenne qui aujourd'hui est à 14-15, alors qu'à une époque... Là, vous parlez quoi? Du marché parisien, européen? D'accord. Vous savez, tous les indices en actions en Europe et aux États-Unis ont à peu près la même volatilité. Ça se joue là actuellement. La semaine dernière, moi je regardais, je ne suis pas tout le temps dessus, mais on était à 16 à peu près, 15,7. Là, elle a dû remonter un petit peu. Mais de toute façon, c'est normal que c'est pas un actif qui va progresser et sur lesquels les gaps sont intéressants. Pour moi, les gaps n'ont pas d'intérêt du tout, puisque de toute façon, encore une fois, c'est quasi borné. Même si parfois on peut trouver des trucs incroyables comme sur le pétrole, quand les prix étaient passés négatifs. Ouais. C'était 350 de vol implicite, un truc comme ça. C'était assez délirant. Non, le message de la vol implicite, c'est qu'il y a toujours de la méfiance sur les marchés. Et on pourrait considérer que tout n'est pas perdu, qu'il y a c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas dire qu'il faut vendre. Moi, parfois, j'ai dit barrez-vous en fin 2019. Là, c'est pas le cas du tout. Et on pourrait rapidement, alors quand je dis rapidement, ça peut être à tout moment, parce qu'en fait, ça dépend de l'anticipation que vont faire, encore une fois, les investisseurs. Mais c'est quoi le potentiel catalyseur d'un mouvement? Alors, on peut en trouver plein à la baisse, plein à la hausse, mais le principal, ça va être encore une fois la baisse des taux d'intérêt par la Fed. Et si beaucoup l'attendent pour le début 2026,
pourrait considérer que peut-être voilà, on aura des anticipations, ou en tout cas, ça sera comme un rappel à chaque fois que les marchés vont se casser la figure. Oui, mais ils vont finir par rebaisser les taux d'intérêt, ça va remonter, etc. Oui, le bout, il est quand même installé là, que ce soit décembre, janvier. Bon, après, on peut ergoter. Ce sera plutôt janvier, mais... on verra. Ouais, enfin là, le consensus se trompe souvent, mais... Paris je veux bien. Moi, je parie déjà sur le marché. Moi, je pense qu'elle est à la place. Pas toujours simple en ce moment. Allez. C'est pas toujours simple. Non, mais voilà. Donc oui, c'est une situation particulière. A priori, comme tu l'as dit sur le Nasdaq, c'est pas remis en cause pour l'instant la tendance. Donc l'idée d'acheter n'est pas stupide sur des replis. Il va falloir être hyper vigilant, chasser les opportunités, pas forcément porter trop longtemps. Si un investisseur me dit, moi, temps mort, je vous laisse, on se donne rendez-vous vers le 10 janvier, je dis, oui, c'est un comportement extrêmement... rationnel. Ouais, c'est ça. Voilà, savoir responsable. Savoir acheter, savoir vendre et savoir s'arrêter. Voilà. Bon. Et voilà. Et donc là, on est dans une phase où moi, je vais peut-être pas arrêter parce que j'essaye de faire des positions combinées, options, futures, etc. Mais sincèrement, parfois, on se dit, waouh, tout ça pour pas grand-chose à la fin. Moi, je dis que vous devriez vous arrêter. Ça fait 45 ans, Jean-Louis, maintenant. Bon. J'aime ça. Bon, bonnes vacances, messieurs. Non, on se retrouve le 19 décembre, prochaine date d'échéance. Et ce sera la veille de notre break de fin d'année sur l'antenne de Bismart. Merci à vous trois, les trois sorciers de Smart Bourse. Avec nous chaque troisième vendredi du mois, Jean-Luc Hussac, Romain Daubry et Philippe Béchade. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'innovation. Nous célébrons à nouveau l'innovation dans le sillage des trophées de l'innovation organisés par LBPM. Au cours de ce mois de novembre, nous recevions hier le lauréat de la French Tech AI for Alpha. Nous recevons ce soir le lauréat de la Health Tech avec Oncodesign PM et sa directrice générale déléguée, chef des opérations également, Karine Lignel, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Karine. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On est dans le monde de la biotech, évidemment, avec Oncodesign PM pour Precision Medicine. On est dans la médecine de précision. Je veux bien que vous nous expliquiez effectivement l'origine, la naissance d'Oncodesign PM. Parce qu'on connaît, ceux qui s'intéressent en tout cas au compartiment, à la sphère biotech française depuis quelques années, connaissent sans doute Oncodesign. Et donc Oncodesign PM est issu d'Oncodesign. Vous avez, c'est la division biotech, c'est ça, historique d'Oncodesign. Absolument. Donc en 2022, on a décidé de couper Oncodesign, ancienne mouture, en deux, en faisant un LBO sur la partie CRO, donc la partie préclinique service. Et on a créé Oncodesign Precision Medicine avec à la fois la biotech et l'intelligence artificielle. Et donc, on a chez Oncodesign Precision Medicine 3 plateformes technologiques. On est une entreprise technologique. Je vais essayer de vous les expliquer simplement. Donc, la première, c'est basé sur l'intelligence artificielle. C'est l'identification de cibles thérapeutiques, permettant de savoir où il faut qu'on aille pour qu'un médicament soit efficace. La deuxième plateforme, qui est la plus mature et dont sont issues nos 2 molécules dont je parlerai plus tard, c'est une plateforme qui s'appelle Nanocyclix. Là, on est dans la chimie médicinale. Et en fait, on crée des inhibiteurs de kinase et on les crée en les macrocyclisant. C'est important parce que ça leur donne une sorte de rigidité qui les rend plus spécifiques de la kinase qu'on cible. Ça permet d'avoir moins d'effets secondaires. Je comprends. La troisième, c'est ce qu'on appelle les radiothérapies internes vectorisées. Là, on apporte la radiothérapie sur la cellule cancéreuse. Donc, on revient sur une cible thérapeutique, dont on a parlé il y a 2 minutes. Il faut un vecteur qui permette d'apporter l'isotope sur la cellule et de détruire la cellule en direct. Donc aujourd'hui, on a ces 3 plateformes technologiques. On a coté Oncodesign Precision Medicine parce qu'Oncodesign était coté. Bien sûr. Et qu'on a voulu que nos actionnaires puissent nous suivre. Ils ont fait une plus-value sur la partie service, la majorité une plus-value, et on souhaite qu'ils puissent faire une plus-value sur la partie biotech. Et aujourd'hui, on a 2 actifs qui ont fini leur phase 1 volontaire sain. Donc, je rappelle... Phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1 volontaire sain, sauf en onco. Donc, juste la toxicité. Phase 2, on commence à prouver l'efficacité. Phase 3, on prouve l'efficacité sur une plus grande population. Donc là, vous êtes au début de l'aventure sur ces molécules. Oui et non, parce que pour arriver jusqu'en fin de phase 1, il faut quand même déjà beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et donc là, on a 2 molécules, donc je vais essayer de vous les présenter simplement aussi. OPM 101, la première molécule,
qui vise à la fois les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qu'on appelle les MICI, en bon français, et à la fois l'immuno-oncologie. Et donc aujourd'hui, sur cette molécule-là, on a fait une phase 1 où on a pu augmenter les doses de manière très importante. En fait, l'idée, c'est d'augmenter les doses, voir s'il y a une toxicité. Nous, on a eu un facteur 200 entre la première et la dernière dose, sans aucune toxicité, et avec une efficacité qui s'est révélée à des doses assez basses. Donc on a une fenêtre thérapeutique, comme on appelle, qui est très intéressante. Et donc maintenant, on veut, nous, financer la partie phase 1B de A. Alors pourquoi on refait une petite phase 1 ? Parce qu'en fait, on a prouvé en même temps qu'on faisait la phase 1, on a prouvé en préclinique que cette molécule resensibilisait des souris qui étaient devenues résistantes aux immune checkpoint inhibiteurs. D'accord. Et donc, on fait une phase 1B parce qu'on veut mettre notre molécule plus l'immune checkpoint inhibiteur pour trouver la bonne dose, puis ensuite aller chez des patients avec la bonne dose, ce qui sera la phase 2A. Donc ça, c'est sur la première molécule. La deuxième molécule qui s'appelle OPM201 vise Parkinson. Donc elle vise une cible qui s'appelle LRRK2, qui, dans les malades de Parkinson, soit est surexprimée, soit est mutée. Et donc là, l'idée, c'est de dire, soit on fait une phase clinique sur l'ensemble de la population de Parkinson, soit seulement sur les mutés. Pareil, phase 1, volontaire sain, aucune toxicité. Et donc là, la question, c'est comment financer la suite du développement de cette molécule. Parkinson, c'est une grosse population. C'est une indication énorme, bien sûr. Oui, du coup, ça implique une phase clinique très, très lourde. Très lourde. Que vient faire l'IA dans tout ça, Karine ? Alors l'IA, comme je l'ai dit, elle permet à la fois de trouver des cibles thérapeutiques en prenant en fait toutes les données. Alors nous, on a lancé en 2017 une phase clinique pour avoir des données propriétaires, parce que l'IA, c'est bien, mais ce qu'il faut aussi, c'est des données. Et donc, on a lancé une phase clinique pour avoir des données propriétaires, pour permettre, en mettant de l'IA plus de l'expertise, puisque je rappelle qu'on avait l'expertise préclinique précédemment, arriver à identifier des cibles thérapeutiques. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est réduire le temps de développement des médicaments. Et donc ça, c'est pareil. On a un autre programme sur la partie nanocyclics où on fait des développements pour avoir une simulation 3D des molécules et avoir une idée de leur efficacité. Dans quelle mesure on arrive à réduire ce temps qui est parfois alors je sais pas, j'avais en tête que ça peut prendre 7, 8, 10 ans parfois pour une mise sur le marché d'un médicament entre toutes les phases. Plus de 10 ans. C'est quoi la quantité de temps qu'on arrive à réduire aujourd'hui en intégrant de l'intelligence artificielle ? Alors aujourd'hui, c'est difficile à dire parce qu'en fait, alors nous, on n'est pas pure intelligence artificielle, mais il y a des entreprises qui sont pure intelligence artificielle qui ont vendu beaucoup de rêves. Et aujourd'hui, qui commencent à dire, bon, alors tout compte fait, on va quand même revenir à des trucs un tout petit peu plus classiques. Plus proches de la réalité. Donc, je pense qu'on peut gagner peut-être au minimum de 3 ans, mais aujourd'hui, moi, je voudrais pas donner des chiffres. Mais ce qui est déjà énorme, quand même. Oui, ce qui est énorme. Et on est plus sur 15 ans, développement d'un médicament, sur 10. Donc, d'accord. 20%, on va dire 20%. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la chaîne de financement du secteur des biotech ? Et là, je fais appel à votre profil hybride, Karine, il faut le dire. Et c'est vrai qu'on en trouve beaucoup dans ces métiers de tech en général, très technologiques, mais dans la santé, dans la biotech. Les anglo-saxons ont l'habitude d'avoir une casquette de PhD d'un côté, une casquette de financier de l'autre. C'est votre cas. Vous êtes ingénieur au départ. Vous avez passé de nombreuses années également dans le monde de la finance et du capital risque, en l'occurrence, à travers Crédit Mutuel Innovation, si je ne dis pas de bêtises, Karine, à la fin, entre autres, à la fin. Oui. Qu'est-ce que cette expérience vous apporte et quel constat est-ce qu'elle permet de dresser sur la chaîne de financement des biotech françaises? Ma petite expérience personnelle, ça fait 15-20 ans que je suis les marchés. J'ai connu la vague d'introduction en bourse, des années 2010, tous ces superbes projets de biotech et de biotech installés qu'on a vu arriver à la Bourse de Paris. Des histoires et des aventures incroyables. Et tous les gens qui venaient en parler étaient des gens incroyables et parlaient d'aventures incroyables. J'ai quand même l'impression que la bourse n'est pas faite pour tous les projets de biotech, en tout cas à des stades de maturité parfois qui n'étaient pas assez importants pour que la bourse comprennent bien aussi peut-être cet écosystème. Est-ce que c'est votre sentiment ? Et est-ce qu'on a trouvé depuis, en 10-15 ans, est-ce qu'on trouve des alternatives de financement qui correspondent mieux aux besoins de ce secteur et d'une entreprise, en l'occurrence, comme la vôtre ? Alors, avant de parler plus largement, je vais parler d'abord d'Oncodesign. Donc, Oncodesign, nous, on était, Crédit Mutuel Innovation, était actionnaire d'Oncodesign au moment de la cotation qui a eu lieu en 2014. Ouais. Et pourquoi on a coté Oncodesign ? Parce qu'on ne trouvait pas d'investisseurs qui voulaient aller dans ce business model mixte que j'ai expliqué, avec une partie service, une partie biotech. Ouais. Donc, on n'a pas trouvé de financiers qui voulaient faire ça, donc on a introduit Oncodesign en bourse. Le parcours a été assez moyen, puis après a augmenté, et il y a eu une plus-value importante au moment de la sortie. Très bien. 2014, on était déjà un peu à la fin de la vague dont vous parlez. Oui. Aujourd'hui, si je parle d'Oncodesign Precision Medicine, nous, on a fait 2 levées en bourse. La première de 8 millions d'euros, sur laquelle nous, le management, on a mis 5 millions.
Et celle-là, elle a été sursouscrite. La deuxième, on a eu beaucoup de mal à trouver 2 millions d'euros. Beaucoup de mal. Alors via les marchés de capitaux. Via les marchés de capitaux. Alors qu'on avance, alors que nos phases cliniques se passent bien, alors que tout se passe tel qu'on avait prévu. Il n'y a rien qui ne se passe pas comme on l'avait prévu. Et on a eu beaucoup de mal à lever des fonds. Donc nous, ce qu'on a depuis le départ cherché, c'est avoir du financement public et avoir des revenus industriels. Donc on a eu des partenariats, notamment avec le laboratoire Servier, ce qui nous a donné de l'argent. On a également un emprunt, ce qui est suffisamment rare pour être noté. Et ça, c'est grâce à ce qui s'est passé avec Oncodesign et notamment la reconnaissance de Philippe Gène, le CEO d'Oncodesign et d'Oncodesign Précision Médecine, dans la région de Dijon, qui permettent aux banques de Dijon de financer l'entreprise. Si on parle plus généralement, moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait 20 ans de capital risque, quand même. Alors, ça ne me rajeunit pas, je vous remercie, Grégoire, mais quand même. Il y a le temps de voir des cycles comme ça, alors, c'est bien. Justement, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises, deux des entreprises qui aujourd'hui font beaucoup parler d'elles, moi je les ai financées. Alors, et je les ai financées. Nanobiotics et Medincell. Donc Nanobiotics, je l'ai financé en 2005. On parle d'il y a 20 ans. Et c'est aujourd'hui que ça commence à payer en fait. Alors il y a eu des moments où ça a payé. Il y a eu des moments, si on parle juste du cours de l'action, il y a eu des moments où c'est remonté, puis c'est redescendu, puis là ça remonte. Medincell c'est un peu différent parce qu'ils se sont cotés il y a moins longtemps. Et nous, on était au capital au moment où ils sont cotés. En fait, on est rentré au capital pour les accompagner dans la cotation. Et ils ont du chiffre d'affaires, un partenariat avec Teva. Ils ont des choses que les autres n'ont pas forcément. Mais j'ai investi aussi à l'époque chez DBV, qui a aussi eu un parcours un petit peu chaotique en bourse, avec parfois plus d'1 milliard et parfois autre chose. Et donc, moi, je pense que le marché boursier, en tout cas en France, ne fonctionne pas très bien. Alors, il fonctionne encore moins bien pour des petites entreprises comme la mienne, encore moins bien, mais même pour des grosses entreprises, quand on voit ce qu'il a fallu que Nanobiotics fasse ou que Medincell prouve pour que ça fonctionne, c'est quand même compliqué. Après, la réalité, c'est le marché boursier qui ne fonctionne pas, ou ce sont les acteurs qui font le marché boursier, à savoir les gestionnaires d'actifs, les fonds d'investissement, qui ont du mal à comprendre ce que vous faites. Est-ce qu'il y a un manque d'expertise ? Et là, je veux pas vous mettre en porte-à-faux, Karine. Non. Mais est-ce qu'il y a un manque d'expertise aussi dans les acteurs qui font la bourse en France et, je pense qu'il y a très peu d'acteurs spécialisés biotech. C'est ce que j'entends depuis 10-15 ans. Donc, et que les généralistes ont beaucoup investi en biotech, notamment au moment du Covid. Se sont pris quand même beaucoup de pertes, parce que ça marche pas toujours, la biotech, il faut quand même le savoir. Enfin, je veux dire, c'est risqué. Et du coup, ne reviennent pas. Et font une généralité sur lui, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on a une grosse réussite qui est Abivax. Abivax, ils ont levé des fonds aux États-Unis. Parce qu'ils n'ont sans doute pas trouvé. Alors, il y a évidemment des fonds français, notamment un crossover qui les a accompagnés. C'est une question de taille à un moment. Quand on cherche à lever quand même beaucoup de fonds, à partir d'un certain niveau, j'imagine que. Oui, mais même indépendamment de ça, alors il y a Marc de Garidel qu'on connaît tous et qui est tout à fait remarquable et qui a déjà des expériences américaines, donc ça a aidé beaucoup à lever des fonds. Mais il n'empêche qu'en France, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Donc il y a une taille de marché, il y a un manque d'expertise, il y a un manque de prise de risque. Alors après, capital risque reste du capital risque, il faut prendre des risques. En anglais, on dit venture. C'est l'aventure. C'est ça. En français, on dit le risque. C'est ça. C'est déjà une différence. Ça montre déjà la différence culturelle. Bon, merci beaucoup, Karine, d'être venue parler d'Oncodesign PM. Je le rappelle quand même, lauréat de la Health Tech de l'année à l'occasion des trophées de l'innovation organisés ce mois-ci par LBPM. Et merci d'avoir partagé votre expertise aussi sur la question du financement du secteur de la biotech en France. Karine Lignel, directrice générale déléguée et Chief Operating Officer d'Oncodesign PM, était l'invitée de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.